Et donc nous allons tout vous dire sur ces audioprothèses en 10 questions. Présente-toi. Alors moi je suis Ronald, audioprothésiste et j'adore les appareils. C'est magnifique. Moi je suis Bertrand Joly, docteur, ORL, et donc je prescris des appareils auditifs, et donc on va en parler, savoir comment ça se passe pour vous quand vous avez besoin d'un appareil. Voilà. Et effectivement la première question que l'on se pose souvent c'est comment faire pour pouvoir mieux entendre. Comment fait-on pour avoir une prescription? Par qui? Eh bien il faut passer évidemment par votre médecin ORL, puisque c'est le seul normalement habilité à vous prescrire des appareils. Il va vous faire un test, il va vous examiner, il va regarder les tympans et voir s'il n'y a pas de contre-indication à l'appareillage et si vous êtes vraiment bien fait pour ça. Exactement. En gros, il vous dit c'est faisable, c'est pas faisable, on a des choses à opérer ou pas, ou dans votre cas, vous avez peut-être une presbyacousie, une chute de l'audition liée au problème de l'oreille interne, et puis après, on fait une belle ordonnance avec un audiogramme et on l'adresse à nos amis audioprothésistes. Voilà. Et à partir de là, nous prenons le relais. Et on travaille souvent en collaboration puisque forcément il y a une vérification derrière l'appareillage, mais souvent le patient se demande après mais qu'est-ce que je fais avec l'ordonnance? Elle est valable maintenant et donc le patient effectivement vient vers nous. Question suivante, comment se passe le premier rendez-vous, Ronald? Le premier rendez-vous. On parle pas d'amour, hein. Ça sera sur une chaîne. Aujourd'hui c'est le rendez-vous chez votre audioprothésiste. Exact. Donc effectivement, le premier rendez-vous, déjà, généralement on demande au patient s'il est venu avec une ordonnance, s'il a vu son ORL pour justement vérifier qu'il n'y ait pas de bouchon, qu'il n'y ait pas de contre-indication à l'appareillage, parce qu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, il y a tous les soins et la possibilité de chirurgie, de médication. Donc, effectivement, à partir de là, nous venons en bout de chaîne pour pouvoir ensuite appareiller. Et là, le premier rendez-vous se passe entre 45 minutes et 1h30 de temps où nous allons faire l'anamnèse, vérifier effectivement... Je fais un petit encart. Anamnèse, ça veut dire quoi? Ouais, exactement. Ok, c'est bon. Et les différentes pathologies et l'historique même surtout de l'oreille, parce qu'effectivement on n'en a pas conscience forcément, mais notre qualité de vie, fumeur, non-fumeur, alcool et consorts, peuvent avoir un impact sur l'oreille au final. Donc on questionne un peu sur la santé globale pour savoir un peu quelles sont les atteintes cochléaires, rétrocochléaires de l'audition et voir quelles sont les qualités que nous pourrions attendre de la rééducation auditive. Et donc on explique tout cela aux patients et à partir de tests, on vérifie que le type d'appareil que nous allons choisir ensemble, parce que là aussi les patients veulent le tout petit, ne veulent pas que ce soit visible, mais là c'est à partir du test et à partir des attentes du patient que nous pouvons définir. Et c'est à ce moment-là que nous faisons effectivement le choix de l'appareillage, mais le patient, hélas, ne peut pas repartir le jour même avec un appareil auditif. Et nous conseillons en général de faire moins de devis, que vous puissiez comparer. Et puis surtout, sachez que l'audioprothésiste va vous accompagner. Donc, il faut que vous ayez un bon feeling avec lui pour le suivi et aussi une facilité d'accès. Surtout qu'on sait que l'audition, comme la santé, c'est pas quelque chose de stable. On ne trouve pas une solution pour toute la vie. Et là, le corps, il vieillit et l'audition aussi. Donc forcément, il faudra rééquilibrer, récompenser la perte qui se fera. Faites plusieurs devis. Et effectivement, comme tu disais, le choix et le feeling avec le professionnel, c'est quelque chose de primordial. Tout à fait. Comme son médecin, son ORL, il faut avoir une confiance qui s'établit effectivement avec le contact. Et Ronald, la grande question quand même, combien coûtent les appareils auditifs? Parce que ça a été un frein quand même. Oui, énormément. Il y a beaucoup de personnes qui effectivement pendant de nombreuses années sont restées sans se faire équiper. Parce que le coût est un frein au bien-être en quelque part. Donc grâce au 100% santé, ce frein, cette barrière a été abaissée largement. Donc nous avons effectivement la possibilité de prescrire 2 classes différentes. La classe 1 qui est totalement remboursée grâce au système 100% santé, donc par mutuelle et par sécurité sociale
englobant toute la part technologique. Et ensuite, nous avons la classe 2, qui, elle, par contre, est de meilleures factures, de meilleures performances, et en plus, tout connecté. Donc, les patients, effectivement, ont ensuite le choix entre le portefeuille ou la qualité auditive, le bien-être, la bonne prise en charge. Donc effectivement, on a des appareils qui sont à partir de prise en charge totale à des appareils qui peuvent aller jusqu'à, on va dire en gros, 4000, 4200 € le très haut de gamme. Voilà, en passant donc entre les deux, il y a quand même 3 appareils. Et Ronald, peux-tu nous dire quels sont les grands types d'appareillages? Parce qu'on sait qu'il y a des appareils qu'on ne voit pas, qu'on met à l'intérieur, d'autres qu'on met en contour. Grosso modo, est-ce que tu peux expliquer ces 3 types? Oui, exactement. C'est vrai que nous avons les intras qui sont quasiment ou voire totalement invisibles, les contours d'oreilles qui sont eux aussi discrets à un peu visibles selon la perte auditive, et ce qui différencie le choix de l'appareillage, c'est hélas l'audition. Souvent les patients se disent j'ai vu à la télé la pub parlant du petit appareil, donc c'est pour ça que je viens, parce que je sais que je suis pas trop pour me faire appareiller, mais je sais qu'il y a des solutions invisibles, donc ça y est, je viens vous voir pour ça. Et hélas la perte auditive n'est pas appropriée à ce type d'appareillage, surtout quand on leur parle des contraintes. Les différences sont notamment pour le petit appareil dans l'oreille, la place que l'on a à l'intérieur du conduit. Il faut pouvoir loger toute l'électronique à l'intérieur. Ensuite, si on y arrive, il y a la contrainte du cérumen. Si le patient fait beaucoup de bouchons, l'appareillage va tout le temps tomber en panne. Donc, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à avoir un appareil tout le temps chez le réparateur plutôt que dans son oreille. Et aussi la perte auditive, parce que notamment nous avons le cas de personnes qui souvent me disent oui, mais mon appareil je ne le supporte pas dès que j'arrive à la maison parce que je suis obligé de l'avoir au travail, je m'en débarrasse, donc mon épouse ou mon époux me rouspète parce que je fais répéter. Mais effectivement, l'appareillage peut résonner, et c'est pour ça que les contours d'oreille restent toujours les plus performants et les plus confortables. Est-ce que je vais entendre comme avant avec mon appareillage auditif? Là est la bonne question. Et comme je dis toujours aux patients, quand ils arrivent avec beaucoup d'attentes, parce que les pauvres, ils sont un peu coupés et en manque de leurs repères primaires, je leur dis hélas, nous ne posons que des béquilles de l'oreille. D'où le terme un peu galvaudé de prothèse auditive, comme la prothèse de genou qui vient remplacer un élément. Nous, on vient soutenir un élément, et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'aide auditive, donc d'aide à l'audition, d'aide au système qui est un peu fatigué. Donc effectivement, on vient compenser, mais après il faut que l'oreille soit en capacité de recevoir ce message et d'en faire quelque chose surtout. Les avantages de la connectivité de ces appareils, puisqu'on en parle avec les médias, les phones, etc. On peut entendre le téléphone directement dans les appareils. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ça a révolutionné les patients qui me disent au départ ah ouais, c'est des gadgets, je m'en passe, reviennent quelques temps après disant ah non, je ne peux plus m'en passer, mon téléphone s'est déconnecté de mon aide auditive, est-ce que vous pouvez me le remettre? Et ce sont des patients qui ont souvent 70, 80 ans passés, donc ce ne sont pas des personnes actives, et on aurait pu croire que seuls les jeunes et les personnes actives auraient été hyper intéressés par la technologie, mais non. Ça, voilà, tout le monde est concerné par le confort, et notamment le système télé qui vient envoyer directement à l'aide auditive l'information télévisuelle, ou même de son ordinateur portable. On regarde un film sur son écran, sur son système portatif, et on a le son et la qualité parce que le son est directement corrigé selon la perte auditive. Donc le confort, on n'a plus besoin d'enlever les appareils pour pouvoir prendre ensuite un casque télé qui lui ne fait pas la balance, ne fait pas l'équilibrage en fréquence. Donc la connectivité a révolutionné beaucoup le confort. D'ailleurs, j'ai des patients qui me disent oui, je porte hélas l'appareil que quand je veux regarder la télé. Même si c'est pas fait pour ça, c'est fait d'abord pour pouvoir entendre son entourage et pouvoir discuter.
Comment choisir son audioprothésiste? Et là, on y est. Parce qu'effectivement, souvent, on choisit par rapport au tarif. Faut faire très très attention. J'ai vu des patients qui sont partis ailleurs, ont pris l'avion même pour pouvoir avoir des aides auditives et se sont retrouvés en manque de réglage, en manque d'entretien, en manque de réactivité de la part de professionnels. J'en ai même vu quand j'étais en Martinique qui ont acheté leurs appareils sur Paris et qui ensuite me disent oui, j'attends là, il faut que j'envoie mon aide auditive par l'avion, l'audioprothésiste va me régler les appareils. Alors je leur dis effectivement, hélas, les aides auditives, attention, ne se règlent que sur l'oreille du patient, parce que c'est le cerveau qui nous donne la limite et la juste mesure de ses capacités et surtout de ses limites. Donc, si on règle sur une table un appareillage, c'est sûr que on y va à l'aveugle. Donc, effectivement, choisir son audioprothésiste, c'est par rapport à son lieu de vie. La confiance que l'on peut établir avec le professionnel. Savoir si effectivement le professionnel ne sera pas, lui, à sa place, sourd à nos demandes et à nos souffrances. C'est beau. Donc c'est pour ça qu'effectivement, là, ça risque effectivement d'être un dialogue de sourds. Je ne vous entends pas, mais vous ne m'entendez pas. Donc les réglages, les appareils finissent dans le tiroir. Et c'est pas l'objectif, surtout si on dépense pour avoir effectivement une qualité de soin. Question Ronald, importante sur ces appareils que l'on porte. Est-ce qu'il faut des appareils rechargeables ou non? L'avantage, désavantage, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors moi, j'ai été fan des premiers appareils rechargeables. Pourquoi? Parce que c'était des appareils hybrides. On pouvait avoir la pile jetable si on oubliait à la maison, par exemple, en voyage, son chargeur. Donc, on pouvait se dépanner avec des appareils, des piles jetables. Là maintenant, les patients sont, hélas, obligés de partir avec leur chargeur. Et j'en ai eu qui m'ont dit allô, j'ai oublié à la maison mon chargeur, on est en voyage, là j'ai contacté notre audioprothésiste, je suis obligé de racheter, hélas, un kit pour recharger les appareils, sinon pendant tout le voyage je n'entends pas. Donc c'est pour ça que là je suis déjà moins fan de ces systèmes complètement intégrés et où on ne peut pas avoir le choix, et surtout que ce sont les batteries ne sont pas faites pour durer toute la vie. Donc, viendra le moment du changement de batterie, et au bout des 4 ans de garantie, je ne sais pas combien sera facturé au patient le fait de devoir changer de batterie. Alors là, mes confrères pourraient peut-être, je dis que peut-être, être tentés de placer le renouvellement au bout des 4 ans, même si l'appareil et l'électronique est de très bonne qualité et encore performante. Donc là, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui justement pourrait poser un petit piège et un petit hic? En tout cas, moi je ne suis plus trop fan de cette contrainte que le patient devra subir d'ici quelques années. Ok, les idées sont claires pour vous aussi? Bon, ça va alors.